nous accueillir aussi nombreux cet après-midi à la Mexique. Alors d'abord, un petit préambule, on nous accueille à la Mexique tout simplement parce que il y aura des travaux pratiques tout à l'heure, il suffira de descendre des escaliers, et depuis l'escalier, on verra une grande partie de l'ouvrage qu'a fait Freddy. D'habitude, on se réunit au trèfle, mais on a décidé de le faire ici pour cette raison. Je voudrais saluer évidemment Auguste Schmitt, l'ancien président de la Société d'Histoire de Moutsi, qui nous fait le plaisir de venir avec nous. Et je voudrais saluer toute la mémoire collective des restaurants molsemiens et même des environs, puisqu'il y a des restaurateurs de Darmstadt et d'Arbesheim qui sont venus. Donc tout ce que Molsem a compté comme restaurant, comme auberge, comme hôtel, enfin une grande partie est présent. Et évidemment, ça remue beaucoup de souvenirs. On a revu des têtes connues et immédiatement, comme dans le bouquin de Freddy, tout ça remonte à la surface. Vous savez que la Société d'Histoire en est à sa neuvième publication dans la collection Histoire et Patrimoine. Tous les autres ouvrages précédents étaient consacrés à l'histoire, comme Tripel, Molsem au Moyen-Âge ou les sorcières. C'est la première fois qu'on consacre un ouvrage à ce qui est sociétal et sociologique. Il nous a paru important, et surtout à Freddy, d'essayer de conserver dans la mémoire collective ce moment particulier au 19e et au 20e siècle que constituait la vie autour des auberges et autour des aubergistes. Il y a plein d'anecdotes qui vont ressurgir et que Freddy va vous relater. Évidemment, vous avez tous compris en achetant le livre que Freddy a fait un travail absolument remarquable. Freddy est un obsessionnel, un fanatique. Quand il fait quelque chose, il va jusqu'au détail. Il a essayé d'aller je ne sais pas où pour retrouver les descendants de toutes les familles. Il est allé aux archives à X reprises et il a fait un travail tout à fait original que lui seul est capable de faire. Mais ce travail, et c'est là l'essentiel, est essentiel. Ce travail est important et il va rester. Et en plus, il a là aussi le souci de la photographie, donc il a illustré tout ça. Vous allez le voir sur l'écran et vous pouvez aussi voir la petite exposition qui est autour de nous. Et je vais donc lui céder la parole. Merci. Merci Guy pour ces paroles élogieuses. Je ne sais pas si je les mérite, mais je les prends et c'est très bien. Donc je voudrais vous saluer toutes et tous et vous remercier d'être venus aussi nombreux pour la sortie du tome numéro 9 de la série Histoire et Patrimoine. J'en profite pour saluer notre maire, Laurent Furs, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'assister à cette présentation. Donc comme l'a dit Guy, vous avez une petite exposition. Alors chaque image, vous avez quelques lignes qui vous situent l'image et dans le temps si c'est possible, avec les dates. Donc vous pourrez voir ça tout à l'heure. Après nous aurons une projection d'images, bien sûr, nous n'allons pas projeter toutes les images qui sont dans l'ouvrage, mais quelques images où je ferai des commentaires. Alors je vais commencer, avant de commenter les images, je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas encore posée. C'est-à-dire, pourquoi cet ouvrage? Alors il y a deux réponses. La première est très simple, comme l'a dit Guy, c'est un travail qui n'a jamais été fait et qui se devait d'être fait. La deuxième est un peu plus complexe, parce que cet ouvrage est dû à un concours de circonstances. Donc il y a deux personnes essentielles qui sont responsables de ce travail. La première personne, c'est donc notre ami Grégory Oswald, qu'on ne présente pas, qui m'a permis, à un moment donné, en 1919, de travailler sur le cadastre, sur les dossiers du cadastre de 1819, et en travaillant là-dessus, j'ai trouvé énormément de réponses à mes questionnements. Donc depuis lors, je n'ai pas arrêté. Je pense que Grégory ne pensait sûrement pas à l'époque que j'allais m'accrocher aussi longtemps. Mais voilà. Le deuxième responsable, c'est notre président honoraire, Louis Chéfly. Ce dernier, en 1997, dans l'annuaire, a fait un excellent travail, comme toujours, sur l'histoire des auberges et des aubergistes sous l'Ancien Régime. Et à la fin de ce travail, il s'excuse presque de ne pas être allé au-delà dans ses recherches.
mais il s'en exonère assez rapidement en affirmant que de toute façon, tôt ou tard, viendrait un jeune historien qui ferait le travail. Alors je suis désolé de décevoir Louis, parce que je ne suis ni jeune, ni a fortiori historien. Mais j'ai relevé le défi. Voilà. Voilà pour la genèse un petit peu de cet ouvrage. Donc, l'ouvrage, c'est le tome numéro 9, comme il a précisé. Et avant de passer aux commentaires des images, je voudrais remercier bien sûr tous les anciens aubergistes, tous les enfants d'aubergistes qui m'ont permis de consulter leurs archives, qui ont mis quelques documents à ma disposition. Donc d'abord Antoinette, mon arrière-cousine, bien sûr, Annie, Bernard, Paulette, Régine, ma voisine de la rue de la Source. Et donc transmettre les souvenirs, transmettre les documents, c'est essentiel lorsqu'on veut écrire une histoire. Je les en remercie. Je remercie également en même temps la Société d'Histoire qui m'a fait confiance. C'est essentiel pour faire un tel travail. Et je profite que M. le maire soit là pour le remercier de nous avoir mis à disposition la salle de la médic pour cette présentation. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez bien, nous allons passer aux images. Alors là, vous avez une belle image prise il y a quelques années, en automne, l'image automnale, qui montre donc l'importance du vignoble de Molsheim. Ce vignoble qui s'étend vers Affolsheim. Donc c'est une image que j'aime bien. Le vignoble a toujours été et est encore une richesse pour Molsheim et les gens de Molsheim. Bien que, bien sûr, la surface cultivée s'est fortement diminué. Il faut savoir qu'au moment de la Révolution, en Molsheim, on avait près de 300 hectares de vignes cultivées. Mais bon, le rendement n'était pas le même et la qualité de loin non plus. Alors bon, ça c'est une image, bien sûr, culture de la vigne. Il y avait énormément de vignerons à une époque, c'était souvent pour beaucoup d'ouvriers, pour beaucoup d'artisans, c'était une deuxième occupation, un deuxième métier qui permettait à travers le raisin de faire du jus de raisin. Et là vous avez l'image d'un aubergiste assis sur son tonneau de vin, c'était sa fortune, c'était ce qui lui permettait de gagner de l'argent. Là, je vous ai mis deux pages de publicité. Ce sont des publicités qui datent de 1929, qui ont paru dans l'ouvrage pour la fête 100e anniversaire de la création du corps des sapeurs-pompiers de Molsheim. Donc, ce sont des publicités 1929. Donc, vous pouvez voir, rien qu'à travers cette page et la deuxième, qu'il y avait quand même énormément d'aubergistes à Molsheim. Ce qui veut dire aussi, d'abord, qu'il y avait du vin, il y avait aussi de la bière, on en parlera tout à l'heure, et qu'il y avait aussi du vin. Deuxième page, toujours pareil. Alors, il y a des noms, bien sûr, qu'on connaît, qui existent toujours. Par exemple, la ville de Paris, ça existe toujours. Vous avez le Soleil, ça existe toujours. Après, bien sûr, ça on verra tout à l'heure, énormément d'auberges, de restaurants. Moi, j'aime bien le terme auberge parce que ça fait plus convivial. Énormément d'auberges ont disparu parce que les propriétaires, les aubergistes, n'avaient plus de succession, et puis voilà. Alors là, j'en profite, on verra tout à l'heure, il y avait à un moment donné, actuellement la mode, c'est aux jeunes brasseurs, aux micro-brasseries, mais on n'a rien inventé. À une époque, à Molsheim, dans les années 1840-1850, nous avions 5-6 aubergistes qui brassaient eux-mêmes leur bière. Et on a retrouvé aussi dans les actes notariés, dans les archives, parce que tout ça se fait à partir des archives notariées, du recensement du cadastre, des gens qui cultivaient le houblon. Donc l'aubergiste était aubergiste, il était brasseur, il était cultivateur. On verra ça tout à l'heure, il y a des histoires qui sont magnifiques. Donc là, je vous ai mis deux cartes, ce sont des cartes
postale Art Nouveau. Donc c'est autre chose, parce que moi, malheureusement, moi, ça ne j'ai pas. Ce qui est important ici, c'est quand on faisait la promotion du vin d'Alsace, on avait invariablement, que ce soit des affiches ou des cartes postales, on avait les collines vosgiennes ou sous-vosgiennes, on avait les châteaux forts du Moyen-Âge et on avait les vignobles. Alors ce qui est intéressant sur ce document, c'est de voir aussi comment à une certaine époque on taillait la vigne. Donc la vigne n'était pas taillée et le long d'un fil de fer. La vigne était taillée, les baguettes taillées, on les rassemblait et on les attachait à un seul pieu. Donc ce qui donnait cette belle forme, c'est la forme d'un cœur. Donc la vigne, le raisin, le vin en pichet. On a parlé de bière tout à l'heure, c'est une carte qui illustre effectivement la culture du houblon, la culture des céréales, parce qu'il faut aussi des céréales pour faire de la bière. Et dans le bas de la carte postale, vous avez l'auberge de Ingolsheim de Hans. Et ce Hans, c'est lui qui est à l'origine de cette fameuse chanson de Hans et Knobelo. Et dans le Wasserville, on Wasserheit des Spielandet und Wasserville des Septembre. Voilà. Une affiche de 1928, français, bullet de bière française. Bien sûr, personne n'a oublié que pendant près de 50 ans, nous étions allemands, donc de 70 à 18, effectivement, n'étaient consommées que les bières allemandes. Et beaucoup de bières, puisque dans la région, nous avons toujours la fête de Kaiser Wilhelm, donc avec beaucoup de militaires qui étaient soit en formation, qui étaient, voilà, donc ils logeaient dans les environs et à Molsheim chez les particuliers. Parce qu'à une époque, les particuliers qui avaient assez de place dans leur maison devaient réserver une ou deux chambres pour les militaires. Donc ces gens-là, pour passer leur temps, ils passaient leur temps à l'auberge. Donc c'était une excellente clientèle. Et lors d'une année dont je ne me rappelle plus la date, peu importe, sous le Reichstag, le chroniqueur de l'époque disait qu'au mois d'août, il faisait très très chaud et que la soldatesque prussienne étanchait sa soif à grand renfort de Seidel. Donc c'était une affaire qui marchait bien. Voilà. Alors là, j'ai un tout petit truc que je vais vous lire. Parce que c'est assez intéressant concernant la bière. Voilà. Un médecin minéralogiste disait à l'époque que c'est une boisson très salutaire, tonique et conviviale. Elle est plus nourrissante et moins spiritueuse que le vin et contribue souvent à donner de l'embonpoint. Voilà. Elle peut cependant produire quelquefois de mauvais effets, donc attention, lorsqu'elle est trop vieille ou trop jeune. Dans le premier cas, elle engendre des aigreurs d'estomac, et dans le second, elle occasionne des flatuosités, des coliques et des diarrhées. Voilà, donc méfiez-vous des buveurs de bière. Voilà. Donc j'ai le plaisir, au nom de la Société d'Histoire, de vous présenter le top 9. Donc auberge et aubergiste au 19e siècle, au 19e et 20e siècle. La couverture illustre très bien les deux grandes divisions du livre, c'est-à-dire la partie supérieure, vous avez une illustration concernant les auberges intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur de l'enceinte de la ville. Forcément, ce sont les plus nombreuses et les plus anciennes. Alors au-dessus, vous avez ce qu'on appelle le Stammtisch, la table des habitués, à l'Auberge-Ville de Paris, avec les propriétaires de l'époque. Ce sont deux photos de 1952. Donc à droite, vous avez Robert Müller, le propriétaire, avec son épouse. Le monsieur dont on voit juste une portion, mais dans le livre, la portion est complète, c'est le fils, Pierre Müller, avec son épouse, la fameuse figure en Molsheim, Mathilde, qui était née von Scheidt, le père était fermentier, installateur sanitaire, son frère à côté d'elle, Antoine, et l'épouse du frère, Juliette Hilzig, également, fille
d'aubergistes. En bas, vous avez les deux billards qui trônaient au milieu de la salle à cette époque-là. J'ai aussi, à Moelsam, il y avait au moins 5 ou 6 auberges qui avaient des billards. Donc, cette première partie. La deuxième partie, c'est une partie avec une vue à partir de l'ancien passage à niveau. Pardon. Oui. Donc, à partir d'une vue à partir de l'ancien passage à niveau. La vue, on peut toujours la voir, on n'a plus le passage à niveau, et c'est très bien comme ça. Donc, l'avenue de la Gare va être rangée de peupliers, et avec une forte concentration d'auberges. Cette partie de la ville s'est développée à partir de l'arrivée du chemin de fer en 1864. Et alors, ce qui est assez cocasse, c'est que sur les 4 premières maisons construites près de la gare, 3 étaient des auberges. Une dernière remarque concernant l'enseigne aux 2 clés, hôtel-restaurant des 2 clés, on verra tout à l'heure, se trouve la place de la mairie. Alors, on l'a mise ici non seulement pour garnir le côté gauche de la couverture, mais également, ça permet de faire une remarque, c'est-à-dire que sur toutes les auberges, c'est-à-dire j'en ai compté 47, 34 intramuros, 13 extramuros, sur les 47 auberges, alors toutes n'avaient pas d'enseigne, mais sur les 47 auberges, nous n'avons que 2 enseignes au musée à Moelsheim, c'est-à-dire l'enseigne aux 2 clés et l'enseigne au Lion d'Or. Toutes les autres se sont volatilisées. Peut-être existe-t-il encore une ou l'autre enseigne dans un grenier, on ne sait pas. Mais moi je milite pour que ce genre de choses soit conservé et soit gardé au musée ou aux archives. Voilà, donc le livre a été fait de la façon suivante, il est très facile de se repérer. Les auberges intramuros, il y a un plan avec le numéro sur le plan de l'espace, de l'endroit où se trouvait l'auberge, et le numéro se reporte dans le texte, et à l'endroit du numéro, vous avez toute l'explication, toute l'histoire de l'auberge. Donc vous voyez très bien que le centre-ville est très bien pourvu en auberge. Pourquoi? D'abord parce que pendant très longtemps, tout le monde passait au centre-ville. La route départementale passait par le Schmittor, l'entrée sud, l'entrée principale, traversait la rue de Strasbourg, la place de l'Hôtel de Ville, la rue de Saverne, et sortait sur la route vers Affonsheim. Le premier contournement, ce n'est pas celui qu'on croit. Le premier contournement, c'est la route de Moutzik, c'est la rue du Général de Gaulle, qui a été aménagée en 1930. Là, c'est le premier. Auparavant, tout le monde passait par le centre-ville. Donc forcément, si l'on voulait faire du commerce, il fallait être sur les axes principaux. C'est ce qui s'est passé. Voilà. De même pour la partie extramuros. Donc on a le même plan. Bien sûr, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup moins d'auberges. Il y a 2 endroits, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'endroit de la gare, près de la gare, ici. Vous le voyez, voilà, ici. Vous voyez qu'il y a une forte concentration d'auberges ici. Et ensuite, une forte concentration d'auberges juste à l'entrée du Schmittor, de la tour des forgerons. C'est-à-dire, comme l'a très bien remarqué notre journaliste local, c'est-à-dire vous preniez le train, alors on parle d'une époque où tout le monde n'avait pas sa voiture, on prenait le train. Donc on parle d'une époque où quand vous preniez le train, avant d'arriver au centre-ville, il était facile d'avoir déjà 4 gares, hein. C'était pas un souci. Alors une image, vous voyez bien, la tour des forgerons, on pénètre par la tour des forgerons, entrée sud. Alors c'est une image qui moi me plaît beaucoup. On la doit à Karl Weisser, qui était un architecte peintre allemand, qui en 1872, notez là, s'est promené en Alsace et a fait beaucoup de photos, des photos, des croquis d'éléments artistiques, d'éléments architecturaux. Et ça, c'est une bonne photo parce qu'aujourd'hui, on peut faire la même photo, mais sur la même photo, vous avez encore le Schmittor, vous avez ce bâtiment, et vous avez celui-là. Tout le reste, on ne l'a plus. Tout le reste est changé. Alors, pourquoi j'ai mis cette photo ici? Parce que là, nous avons
qui s'appelait à l'époque la Charrue d'Or. Donc la Charrue d'Or n'était pas du tout le bâtiment qu'on a connu dans les années 1900-1912. Vous voyez bien, c'est un bâtiment à double encorbellement. Sur le coin de la rue Notre-Dame et de la rue de Strasbourg, il y a un autre bâtiment, très beau bâtiment Renaissance. Alors tout ça, ça a changé. Pourquoi? Parce qu'en 1884, tout ça, ça a brûlé. Et donc les habitants, les propriétaires de cette première maison, les enfants étaient célibataires, personne n'a voulu reprendre le terrain, puisque la maison était démolie, donc le terrain a été vendu à l'aubergiste à côté, qui a donc pu agrandir son auberge. Premier agrandissement, 1884. Ensuite, ici, cette maison existe toujours, très belle maison Renaissance, c'est la seule maison à Molsheim qui a encore ses arcades boutiquières. Et cette partie-là, donc c'est une maison qui est magnifique avec un pignon Renaissance. Et quand vous regardez bien, lorsque vous vous promènerez, vous regardez de l'autre côté, il y a également un pignon. Mais actuellement, ce pignon n'a pas lieu d'être, puisqu'il n'y a plus de passage. Mais là, grâce à ce document, on voit qu'il y avait ici un passage, parce que cette maison n'existe plus. Mais à l'époque de cette maison, 1872, il y avait un passage ici, un cul-de-sac. C'est pour ça qu'il y avait un pignon de l'autre côté. Donc cette maison a été démolie, elle appartenait à Boucher, et c'est le menuisier Coufrade qui l'a reconstruite en 1875, la maison que nous connaissons et que les anciens connaissent sous le nom de coiffure Schuller. Hein? Voilà. Donc cette maison n'existe plus non plus, ça c'est Boulanger Kern, c'était juste à un étage, vous voyez, avec un encorbellement. Elle a été démolie, reconstruite, c'est la petite maison où il y a les briques apparentes. Hein? Alors bien sûr, ça n'existe plus non plus. Donc c'est des très belles images. Voilà, on a parlé de la Charrue d'Or. Donc ça c'est la Charrue d'Or en 1912. C'est donc une carte publicitaire. À l'époque, c'est la brasserie Moutsi qui avait racheté l'ensemble, comme souvent à la fin des années 1800, début 1900, les grandes brasseries strasbourgeoises ou d'autres, on parle de Moutsi, mais souvent les grandes brasseries strasbourgeoises qui voulaient mettre la main sur la production et la vente de bière ont racheté des auberges, ont racheté des fonds d'auberges et ont de plus en plus créé des dépôts de bière. Donc il y a des gens qui étaient dépositaires de la bière Freiss, de la bière machin, de la bière boutique. Donc voilà le bâtiment 1912. Et là, on peut dire une chose, c'est qu'à l'époque, le chef de cuisine, c'était Schneider, Monsieur Schneider. Et Monsieur Schneider était le père de mesdemoiselles Alice Schneider et Anne Schneider. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, Anne Schneider était l'épouse de Robert Maître, mécanicien comme chez Bugatti, et un des meilleurs copains de mon père. Alors les deux filles célibataires prenaient leur plat du jour à l'Auberge Heim, restaurant Heim, place de la Gare, puisqu'elle travaillait chez Léolux, actuellement au SRAM. Robert, qui était célibataire quand il est arrivé, avait une chambre, comme certains pilotes célibataires, certains ingénieurs ou dessinateurs avaient une chambre, louer la chambre, manger là-bas, et donc forcément le Parisien a dû faire du charme aux deux Alsaciennes qui se sont facilement laissées séduire, et il a, comme il ne pouvait pas épouser les deux, il en a épousé une des deux. Voilà, en 1938. Deuxième image, alors ça c'est une image que beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors ça c'est ce qu'on appelle, pour les Montsemans, ça s'appelle le chalet. Donc ce chalet a été construit par un des propriétaires aubergistes de la Charrue d'Or, un nommé Wendling, qui a fait beaucoup de transformations, qui a construit ce chalet. C'était assez grand. Ce chalet se trouvait dans la cour de l'actuelle Banque Populaire. Il y avait ce chalet, il y avait un jardin, il y avait un grand marronnier. Donc il y avait dans ce jardin et dans ce chalet, il y avait des vannes, il y avait un jeu de quilles. Vous voyez, au niveau de l'architecture, c'est assez spécial et ça ressemble un petit peu aux deux maisons que nous avions route de Darstein, dont l'une est démolie depuis très longtemps
et l'autre est en état de ruine. Voilà. Une autre maison dans ce style, c'est rue des Alliés. Rue des Alliés. Donc, ce sont des maisons où les briques étaient apparentes, il n'y avait pas de crépi. Tout ce qui était plomberie, tout ce qui était encadrement solaire était très ouvrageux. Et donc, ce chalet a d'abord fait partie d'une auberge. Ensuite, ce chalet a servi de fabrique de cigares. Quand ce fameux fabricant de cigares a fait faillite, c'est redevenu une auberge, puisque tout a été vendu aux enchères en 1911. C'est la brasserie de boutique qui a racheté, qui a tout remis en état, et c'est redevenu une auberge. Et un hôtel-restaurant de très belle tenue. Ce qui est intéressant de voir aussi, et ça je le note de temps en temps, c'est quand il y a des décès, vous avez dans les actes notariés, vous avez un inventaire. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a dans l'inventaire. Alors on voit le niveau aussi. C'est-à-dire que vous avez des auberges, un inventaire, il y avait dans la cave, il n'y avait que des fûts de vin blanc du cru. C'est tout ce qu'il y avait. Mais inventaire de la charrue ou de l'hôtel-restaurant des Dieux-Clés, c'était des inventaires autrement plus conséquents et plus coûteux. Donc ça veut dire qu'il y avait une clientèle aussi qui mangeait et qui buvait autre chose que les crus locaux. Donc cette histoire du chalet, c'est une très très belle histoire. Et elle s'est terminée comme souvent, c'est-à-dire que quand l'ensemble a été vendu à la Banque Populaire, les loges après les années 50, ce chalet, la Banque Populaire, n'en avait aucune utilité. Et il se trouve que de l'autre côté de la rue Notre-Dame, il y avait un menuisier, la famille Charles Ketzel, qui venait de Meurthe. Et donc, lui, il avait envie de s'étendre, d'agrandir ses ateliers. Donc c'est lui qui a acheté le chalet et toute la partie attenante, et donc l'ensemble a été démoli et l'atelier de menuiserie a été agrandi. Voilà grosso modo, mais quand vous lirez le texte, vous verrez, il y a très belle, grosso modo l'histoire de cette charrue d'or. Une autre très belle histoire. Alors rassurez-vous, je ne serai pas aussi long sur chaque photo. Ça c'est une photo des années 1890. Ceux qui sont abonnés à la Société d'Histoire, et je vous recommande fortement pour ceux qui ne le sont pas de nous abonner, connaissent l'histoire de cette maison. C'est ce qu'on appelle, voilà, le pluralisme. Mais ça n'était pas un pluralisme. À l'époque où cette maison était là, parce qu'il y a encore un autre côté ici, c'était une maison construite par un commerçant. C'était une maison construite par quelqu'un qui avait des moyens. Donc ce n'était en aucun cas, c'est une maison qui date de 1607, c'était en aucun cas un pluralisme. Ce n'est devenu le pluralisme pour les Strasbourgeois qu'à partir de 1895, parce qu'en 94, 93, 94, cette maison a été démolie. Ce qu'on a récupéré, c'est des éléments de poutrage de l'oriel, les corbeaux. Voilà. On n'a même pas récupéré le chaînage d'angle qui était très chouette, à mon avis, fait en pierre de taille. Donc, et on a utilisé ces éléments de poutrage pour reconstruire ce qu'on appelle le pluralisme, la l'orangerie à Strasbourg, qui est encore le seul bâtiment existant de l'exposition industrielle et artisanale de 1895. Et c'est pour ça que cette maison a été construite à l'orangerie. Elle a servi de Weilwirtschaft, c'est-à-dire dans les contrats de l'époque, pour toucher les subventions, il fallait que cette maison reste un endroit où l'on puisse boire du vin, qu'elle reste une Weilwirtschaft. C'est ce qui a été fait, et encore aujourd'hui, bon, ce n'est plus une auberge, j'en conçois, mais on peut toujours y boire un verre, sinon une bouteille de vin. Donc là aussi, une très très belle histoire. On voit sur ces images, on en a quelques-unes de l'époque, que c'est une maison qui avait besoin de sacrés coups de restauration quand même. Et cette maison, à l'époque, avait début 90, alors est-ce qu'il en avait eu vent? Il a en tout cas le propriétaire de l'époque, qui était
le pâtissier Jean-Baptiste Schwartz, qui était boulanger pâtissier à la place de anciennement Chabitsky. Parce que lui, il a fait une très belle affaire financière. Il a acheté en 1890, il a revendu en 93-94, on lui a tout démoli, on lui a rasé le terrain était propre, net, il a pu reconstruire la maison que le connaît actuellement, qui était la maison Karcher-Mockers. Et c'est le grand-père de Michel Mockers qui a acheté cette maison, la maison nouvellement construite, en 1931. Voilà. Donc là aussi, vous aurez, il y a dans le texte, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc nous continuons, la rue de Strasbourg, vous avez la médecine au bout, vous avez ici ce qu'on appelle, vous voyez que les allèges de fenêtres, tout ça, c'est encore crépi. Ce que nous avons connu comme la maison Uri, Georges Uri, hein, qui était éditeur de cartes postales. Et avant lui, c'était un casquettier. Uri également, à l'époque, on fabriquait des casquettes, des chapeaux, où tout le monde portait un chapeau. Donc ça, c'était ce que j'appelle, et à côté pareil, vous voyez, à côté, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, cette maison n'existe plus telle que. Hein, maintenant, c'est une maison à 2 étages, il n'y a plus d'encorbellement, ici, il n'y a plus rien. Ça, c'est la maison Schuller, donc, qui date de 1875. Le reste, c'est là. Donc ces deux maisons ont été à un moment donné occupées par des aubergistes. Alors c'est ce que j'appelle des auberges éphémères. C'est-à-dire vous avez des auberges qui encore aujourd'hui sont auberges. Je prends l'exemple de l'auberge Wagner, tout de suite à gauche, après la tour des Forgerons. Elle est spécifiée auberge déjà en 1762. Nous sommes en 2024, c'est toujours une auberge. Donc là, il y avait des aubergistes, donc j'ai parlé d'auberges éphémères, c'est-à-dire ce sont des auberges, des endroits où on a créé, on a ouvert, il y avait une pièce ou 2 pièces au rez-de-chaussée, on a aménagé une pièce, on mettait 3 tables, 3 bancs, et puis on servait le vin du cru, c'est-à-dire le vin du propriétaire. Donc, alors c'était une auberge pendant 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, et puis après c'est devenu une épicerie, c'est devenu autre chose. C'est ce que j'appelle les auberges éphémères. Et la plupart du temps, ces auberges n'avaient pas d'enseigne. C'est-à-dire, elles n'étaient pas annoncées. Celles qui avaient des auberges, en général, c'était des auberges qui étaient visibles. Donc on rentrait dans la rue, on voyait déjà, là il y a une auberge, là il y a une. Donc c'est aussi une des très belles maisons en Bruxelles. Alors bien sûr, on arrive sur la place de la mairie. Alors la place de la mairie, alors là il y a une concentration. Alors elle n'était pas toute ouverte en même temps, mais on a une concentration extraordinaire souvent du côté de la Métique, si on va vers l'autre, voilà, il y avait 4-5 auberges, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Donc ici on arrive, vous pouvez le lire, l'hôtel des 2 clés, dont on a mis en scène tout à l'heure. Là aussi c'est un hôtel-restaurant de haute tenue. De haute tenue. Alors ce que je peux dire en 2 mots, c'est qu'à une époque, début 1900, il y avait un projet. Il y avait un projet. C'est-à-dire que une brasserie avait racheté l'ensemble, il y avait donc un gérant, et on avait imaginé supprimer le passage ici, remettre tout à niveau pour rajouter la surface du passage à l'auberge et faire le passage pour les voitures par le cul-de-sac qui est là, le passage du Königshof, comme on dit. Mais bon, après, le projet date de 1911-1912, après il y a eu les problèmes politiques, les problèmes de guerre, donc le projet est tombé à l'eau. Et justement, pour augmenter la réussite de ce projet, on avait débauché le chef de cuisine, August Heim, le père de Eugène Heim, puisqu'il avait une très belle réputation, qui se serait occupé des cuisines de... Mais bon, le projet est tombé à l'eau. À côté, la maison que nous avons connue, Électricité Midi, c'était auberge zum Schwert, c'est-à-dire à l'épée ou aux 2 épées. Alors, ce qui est dommage, il y a quelques mois, je suis allé voir, parce qu'il y a quelques années, j'avais fait une photo, je savais que dans l'arrière-boutique, il y avait un pilier en grès. Sur ce pilier en grès, il y a un
travail de taille de pierre, avec 2 épées entrecroisées et une date, 1559 si je ne m'abuse. Et donc il y a quelques mois, il y a personne au magasin, je suis rentré, je me suis présenté, j'ai dit voilà, j'aimerais voir. Alors ce qui est dommage, c'est que ce pilier n'est absolument plus visible. Vous savez, maintenant avec le prix du métal, les plaques de plâtre, on vise partout, on cache tout, et puis c'est dommage de ne pas avoir laissé ce pilier apparent. C'est comme quelque chose de rare à Molsheim. Mais bon. Voilà, donc tout le monde connaît cette maison. Elle n'est plus dans cet état-là, effectivement. Donc c'est la maison où se trouve actuellement la Serre d'Épée. Donc cette maison également, à une époque, c'était l'auberge à la Porte d'Or. Alors je vous fais remarquer, il y avait de l'or partout. Hein. C'était la Charrue d'Or, c'était la Porte d'Or, c'était le Lion d'Or, etc. Et dans cette maison, à un moment donné, ça aussi c'est une très belle histoire, il y avait un dépôt de spiritueux, un dépôt d'eau minérale, un dépôt de limonade du producteur de Marcus Nuss. Donc l'entreprise Nuss que les anciens ont tous connue, qui se trouvait avenue de la Gare avec l'auberge aux pêcheurs, cette entreprise Nuss a pris naissance à Molsheim, début 1900. Et vous savez où? Dans une petite cellule de Chartreux. C'est-à-dire Marcus Nuss, qui est venu de Tübingen avec son épouse Marie Chablé, qui venait de Ditzheim, si je ne m'abuse, ont acheté cette petite cellule en 1900 et se sont installés là et ont commencé leur production ici. Comme d'autres entreprises qui, avec les générations, se sont développées, mais l'origine se trouve dans une petite maisonnette de moins de Chartreux. Voilà, on passe de l'autre côté de la place, bien sûr, maison de l'actuel Crédit Agricole, qui pendant très longtemps était également auberge. Donc les derniers propriétaires, c'était la famille Meyer, et qui ne se souvient pas de Alphonse Meyer. C'était aussi une figure. Comme Mathilde, c'était une figure, c'était une tronche à Molsheim. Et j'ai eu le plaisir, à la fin de sa vie, donc c'était un monsieur spécial, donc j'avais des rapports spéciaux avec lui, il connaissait très bien mon père. Donc il était né en Troyes, très longtemps célibataire, il s'est marié sur le tard avec la préparatrice pharmacie du voisin. Ils n'avaient pas d'enfants et son épouse était hospitalisée à la maison à Molsheim. Et tout le monde lui disait, Alphonse, tu devrais rejoindre ton épouse à la maison de... Il me disait, de meilleur geht nicht ins Spital, de meilleur bitte. Et donc un jour, donc, il ne savait pas faire la cuisine, tout comme moi, donc il allait manger au restaurant. Et un dimanche, je lui dis, écoutez, monsieur Meyer, mon épouse est allée voir notre fille à Paris, moi aussi je ne sais pas faire la cuisine, donc je vous cherche, on va ensemble manger au restaurant. Bon, il ne m'a pas dit, je t'invite, bien sûr, c'était pas dans ses habitudes. Mais c'est pas grave, je l'ai cherché, on est allé manger, c'était très bien. Et puis après, je lui ai dit, écoutez, monsieur Meyer, parce qu'il avait beaucoup de vignes. Il était aubergiste, mais aussi viticulteur. Je lui ai dit, est-ce que ça vous ferait plaisir d'aller sur la colline? Il me dit oui. Ça fait des années que je n'étais plus sur la colline. Donc c'était au mois de septembre, les vendanges avaient déjà commencé. Il a pu voir ses vignes, voilà. Et l'année suivante, au mois de fin avril, c'était le Mastia Molsheim, bon, il est décédé. Voilà, voilà l'histoire un petit peu du Mayerlin, mais c'est très intéressant. Donc ici aussi, c'est une très belle maison. Sur l'arrière, si ça vous intéresse, quand vous prenez la rue Guéner, il y a un parking, mais personne ne vous empêche de rentrer, de regarder. Il y a une très belle, un escalier en colimaçon, il y a un très beau encadrement de porte taillé, sculpté, et il y a surtout une magnifique coursive qui fait la largeur de la maison et qui après va sur le long du voisin, parce que derrière il y avait des dépendances. C'est une magnifique propriété. Voilà, donc on prend l'autre côté. Alors ce que je vous ai dit tout à l'heure, à une époque, alors ici, bon, ici c'était l'épicerie Geismiller, plus Artran qui Kodek. Ici c'était comme le Lyon. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, vous voyez, quand on parle de choses. On a parlé du purisme, mais le purisme c'était pas anecdotique. Et ça, on l'a retrouvé, personne ne savait. À une époque,
c'était l'auberge du Lion d'Or. Ça, je l'ai retrouvé dans les archives. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait 9 ou 10 ou 11 gamins, et quand il y a autant d'enfants pour la succession, ça pose problème. Donc, on s'était comme ça, on allait chez le notaire, et on procédait à la vente par licitation, c'est-à-dire, c'est pas une vente judiciaire, tout le monde est d'accord, on vend, on paye les dettes, on paye les frais, et ce qui reste, on le divise par 11, 12, 13, 14, voilà. Et quand cette enseigne du Lion d'Or est partie de là-bas, puisqu'après il y a eu autre chose, ben, elle est venue s'installer ici. Donc l'enseigne du Lion d'Or n'a pas disparu, elle a simplement changé de place pour se mettre ici, place de la mairie. À côté, il y avait une auberge. Ensuite, bien sûr, ça c'est connu, ça existe toujours, l'auberge du Cheval Blanc, qui à l'époque, c'était restauration sous Rapu, c'est-à-dire au cheval noir. Alors là aussi, il y a une très belle histoire. Vous voyez très bien que la façade, le toit, tout ça, ça a changé, évidemment. Mais, début 1800, ici, il y avait 2 maisons, 2 petites maisons. Et toutes ces propriétés vont jusque derrière, ici, la rue de la Boucherie. Donc souvent, sur l'arrière, il y a encore des constructions, déjà à l'époque. Donc, pourquoi il n'y a plus qu'une maison? Parce que c'est bien simple, à un moment donné, il y a eu des incendies. Donc, celui qui avait un peu plus d'argent, il rachetait la propriété de l'autre, et au lieu de construire 2 petites maisonnettes, il construisait une belle maison. Donc là aussi, c'est une très belle histoire. Au départ, les restaurateurs étaient aussi boulangers. Et ce n'est que le papa de Bernard, qui est ici, qui, à un moment donné, a cessé son métier de boulanger pour ne faire que n'exercer que le métier de cuisinier, restaurateur, aubergiste. Voilà, ici c'est la maison qui fait le coin avec la place de la mairie, la Rathauskasse de l'époque, avec la rue des Cérémonies, que nous on a connu sous le nom de Radio Hoffmann. Alors vous voyez ici actuellement, moi de temps en temps quand je me balade à Molsheim, je suis triste. Je suis très triste, parce que selon les jours où je me balade à Molsheim, je ne vois pas grand monde, et surtout, pas beaucoup de commerce. Alors que ici, vous aviez, c'était pas une grande maison au niveau largeur, il y avait 2 commerces différents, et à l'étage, il y avait un tailleur d'habits. Oui. Alors là aussi, il y avait une autre auberge à côté du Cheval Blanc et une autre auberge avant l'auberge au raisin des Ventes. Donc il y avait plusieurs auberges, je ne sais pas si on a d'image, alors je n'ai pas mis toutes les images bien sûr. Là on remonte déjà dans la rue de Saverne. Ça c'est la rue de Saverne. Voilà la maison dont on a vu la photo tout à l'heure. Vous avez ici la petite placette. La petite placette, là aussi, il y avait l'ancienne poste aux lettres, la maison que l'on a connue sous Drôme Richard, qui était locataire, bien sûr, pas propriétaire, mais cette grande maison, c'était l'ancienne poste aux lettres, qui hébergeait les gens qui arrivaient en diligence ou par la diligence, donc les gens pouvaient se restaurer et étaient logés. À côté, le bâtiment à côté, dans la petite ruelle qui est en train d'être refaite, ou qui est refaite, qui s'appelait la Schmitzkasse, il y avait des garages pour les diligences, il y avait des écuries pour les chevaux, il fallait changer de chevaux, et il y avait aussi des chambres pour les cochers. Et cette propriété, elle avait un énorme jardin qui débouche, maintenant c'est devenu un parking, qui débouche sur la rue Saint-Georges. Donc ici, on a ça aussi une belle histoire, ça c'est Wirtschaft zum Goldenen Fass. Cette propriété a été rachetée par le jardinier Classer après, et tout le monde se souvient de Madame Chelière, Mariette Classer, qui vendait là des légumes, des fruits verts. Donc à un moment donné, le tonneau d'or est passé de cette petite auberge en face. En face, la maison des DNA. Voilà, la maison des DNA qui a été rachetée
également par une grande brasserie strasbourgeoise, entièrement rénovée, retapée, et le gérant du Tonneau d'Or est venu s'installer ici, jusqu'à ce que l'ensemble soit racheté par Joseph Hochschild, qui lui mette sa fermenterie, son installation sanitaire. Le problème, c'est que ça n'a duré qu'un temps, parce que quand il a fait le partage, sa fille, Suzanne, qui a récupéré le fonds de commerce, on a refait une auberge. Et c'était l'auberge, alors j'ai une photo ici, alors il faut bien regarder, c'est le seul document que j'ai trouvé avec l'entête, l'enseigne auberge à la vieille maison alsacienne. Alors c'est intéressant parce qu'on voit déjà que c'est une maison magnifique, une maison Renaissance, c'est les plus belles façades que nous avions à Welzheim. Ce qui est dommage, c'est que ce soit dans un tel état lamentable. Ça, moi je le regrette chaque fois que je passe et que je fais des photos en gros plan de toutes les sculptures, de toutes les... moi je le regrette profondément. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on voit que dans les maisons Renaissance, c'était des maisons où il y avait des commerces. Mais à une époque, il n'y avait pas de vitrine. Il y avait une porte, il y avait des fenêtres, mais c'était un commerce. Les vitrines, c'est venu que beaucoup plus tard. Alors là, la petite maison, anciennement Christ, grainetier, qui vendait des graines, hein, tout le monde se souvient de ça. Alors là aussi, il y avait, pendant quelques années, il y avait une auberge. Une auberge. Alors là, nous avons Frédéric Lény. Donc c'est un monsieur qui est venu de Strasbourg, qui était brasseur, qui s'est installé là, qui brassait sa propre bière, qui avait une houblonnière, parce que là aussi c'est une grande propriété, avec 2 grands jardins, notamment un jardin, puisque à une époque, le fossé de la ville qui avait été remblayé servait de jardin. On y cultivait des légumes, des arbres fruitiers, tout le long des remparts. Et ce monsieur-là avait une houblonnière. Et c'est à lui qu'appartenaient les caves. Quand on va vers, bon maintenant ça n'existe plus, quand on allait vers Affolsheim, avant de plonger sur Affolsheim, à droite, il y avait des caves creusées dans le sous-sol, ça appartenait à Friedrich Lénig. Et Friedrich Lénig devait faire d'excellentes affaires, donc quand le propriétaire était brasseur, il avait assez de boulot, en plus cultivateur, donc il donnait en gérance l'auberge. Là on voit que les gérants c'était Zeman. Donc, voilà. Et donc, ces affaires devaient être bonnes, parce qu'en 1874, si je me souviens bien, il a acheté l'ensemble de cette propriété. Ensuite, il a acheté le restaurant Place de la Mairie au Lion d'Or. Et en 3e lieu, il a acheté un restaurant avenue de la Gare, près de la gare. Donc, les brasseurs devait bien gagner l'or. Ça aussi, c'est hyper intéressant. Personne ne connaissait ça. Et ça, on trouve dans les archives. Donc, c'est quoi ça? C'est d'abord un plan. C'est un plan qui nous explique, on verra ça tout à l'heure, tout le monde sait où se trouve le restaurant, où se trouvait le restaurant au Soleil, à côté du Schmittor. Hein, c'est ce qui faisait dire aux Welsemer qu'à Molsheim, nous, on a le soleil toute l'année. Donc, par contre, le soleil, le restaurant au soleil n'a pas toujours été au même endroit. Et le restaurant au soleil se trouvait ici. Ça, c'est l'emplacement, vous avez le canal, ça, c'est l'emplacement où se trouve aujourd'hui le lycée Camille Schneider. Là, il y avait l'auberge au soleil qui avait également des bains le long du canal. À l'époque, les gens n'avaient pas de salle de bain, n'avaient pas de douche, donc on allait prendre son bain. Donc ils avaient une quinzaine de baignoires, ils avaient... Donc là aussi, bon, ça s'est un peu mal terminé parce que, bon, après, vous savez, quand il y a des dettes, il faut arriver à les rembourser. Et puis, quand il y a un décès, à cette époque-là, les gens mouraient souvent jeunes. Quand une femme se retrouvait seule avec des dettes, avec 6 ou 7 gamins, à 35 ans, c'était pas facile. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, de propriétés qui ont changé de main à l'occasion de décès. Donc tout ça pour dire que, ça c'est l'acte de vente, donc vous avez propriété des sœurs les religieuses de la congrégation de Notre-Dame. Ensuite, derrière, vous aviez le moulin couleux, hein, avec les prés, vous voyez bien,
prairies et jardins de Coulot-Compagnie. Alors là, nous arrivons au carrefour de la Porte des Forgerons, entrée sud de Molsheim, donc l'avenue de la Gare, l'allée Karl, la route de Mutzig, et le passage sous la Porte des Forgerons. Ici, nous avons donc l'auberge aux pêcheurs, zum Fischer. Avec derrière, à l'époque, je crois qu'il y a encore peut-être deux platanes, puisqu'ils avaient un beau jardin derrière, on pouvait boire son apéro sous les frondaisons des platanes. Et ensuite, vous avez ce grand bâtiment. Alors là, c'est une histoire magnifique. Parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde. Ici, cette fenêtre-là, nous sommes tous, enfin du moins ceux qui habitent ou qui sont nés à Molsheim comme moi, nous sommes tous passés des milliers de fois devant cette façade. Qui c'est qui a remarqué que cet encadrement de fenêtre était différent des autres? Qui c'est qui a remarqué que sur la clé, il y avait une date 1801 avec deux initiales C et S? Donc, quand vous avez ça, c'est un peu... Après, il faut faire des recherches. Donc, c'est une maison telle qui a été reconstruite en 1801 par C et S, ça voulait dire Chrétien Solms, qui était brasseur à Dorlisheim, qui venait de Dorlisheim. Alors, là, je le conditionnel, cette maison aurait été reconstruite à la place du Schützenhaus. À l'époque, il y avait des tireurs à l'arbalète, quand il n'y avait pas d'armes à feu, voilà, on tirait avec ce qu'on pouvait. Et il faut aussi se souvenir que sur l'arrière de cette maison, il n'y avait rien. C'était les prés, c'était le Schützenhaus de l'époque. Ensuite, cette maison-là, René Luce a investi l'ensemble d'après le cadastre, mais là je n'ai pas encore trouvé les actes notariés précis, d'après le cadastre en 1948, donc il était un peu avant, parce que souvent entre le cadastre et les dates de l'acte de vente, il y a une différence. En 1824, le locataire, c'est un nommé Xavier Wittersheimer. En 1930, il est devenu propriétaire de l'ensemble. Lui aussi était brasseur, brassait sa bière. Et à l'époque, il y avait juste le rez-de-chaussée. Il y avait, alors quand on dit salle de brassage, c'est un bien grand mot pour l'époque. Hein. Il y avait donc salle de brassage, il y avait écurie, il y avait toutes sortes de choses, parce qu'il était aussi cultivateur. Donc lui aussi cultivait du houblon. Il avait des houblonnières, là où se trouve maintenant la sous-préfecture. C'est lui qui a fait creuser les deux caves qu'il y a après la sous-préfecture. Il y a encore les portes. Pendant un temps, je ne sais pas, ça appartient peut-être encore à la famille Riguet, je ne sais pas. Mais il y a deux caves où on stockait les fûts, les tonneaux de bière pour les mettre au frais. C'est Xavier Wittersheimer qui l'a fait. Ce qu'il a aussi fait, ce qui était pas courant à Molsheim, parce qu'à Molsheim, à cette époque-là, je parle des années 1840, hein, il n'y avait quasiment pas de planteurs de tabac. Mais lui plantait du tabac. Et j'ai retrouvé le plan, parce que là au-dessus, avant que ce soit construit comme ça c'est des constructions qui datent de 1900, après 1900. Là au-dessus de ce rez-de-chaussée, il y avait un séchoir à tabac. Et j'ai retrouvé les plans de ce séchoir à tabac, les accords, les dimensions exactement, pour pouvoir faire la même chose. Donc c'est une très très belle histoire là-dessus. Et alors pourquoi j'ai mis cette carte postale? Parce que dans le livre, j'ai des plus belles photos que ça. Mais j'ai mis parce qu'il y avait ça. Donc l'auberge zum Fischer était le siège pendant de très nombreuses années de la gymnastique Union. C'est-à-dire société de gymnastique créée en 1893, la première société de gymnastique à Molsheim. Union, ça voulait dire les libres penseurs. En opposition à ce qui s'est créé en 1909, la société de gymnastique du cercle catholique, qui s'appelait les Parisiens. Donc les uns, ils étaient tous catholiques, peu importe, mais les uns fréquentaient assidûment l'église et pas les autres. Et la différence se faisait lorsqu'il y avait une manifestation, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de manifestations. La différence se faisait quand il y avait une manifestation, les sociétés défilaient avec leurs médailles, avec leurs oriflammes, avec leurs drapeaux, avec leurs... Mais la différence se faisait, était marquée par l'union, commençait par un dépôt de gerbe au monument mort,
Alors que la Société de gymnastique catholique, ça commençait par une messe. C'était ça la différence. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit ça, ça me permet de... C'est le début du sport pour tous, la gymnastique. Après, c'est greffé là-dessus la gymnastique pour les filles, à partir de 19. Après, c'est greffé là-dessus l'athlétisme. Et entre-temps, il y a eu création du Football Club de Molsheim, 1905. C'était les principaux sports pratiqués. Donc ça aussi, c'est une très belle histoire qui n'a jamais été écrite. Alors voilà, on passe d'un coin en face du Schmittdorf, de la Lécale, à l'autre coin. Donc ici, vous avez Zum Fischer, la Lécale, et là, restaurant prochain, Zum Fischer. Le restaurant Zum Fischer ici, par rapport au Schmittdorf, Zum Fischer, c'est ici. Alors pourquoi j'ai mis cette carte postale qui n'est pas terrible au niveau qualité? Parce que ça montre bien que les aubergistes, la plupart du temps, c'est l'épouse qui était aubergiste. Parce que le mari avait un métier, un vrai métier. Et là, le Wolf Louis, qu'on voit ici, le Wolf Louis était menuisier. Et dans la cour du Brochet, je pense que les bâtiments qui existent encore dans la cour du Brochet ont peut-être été reconstroyés. L'origine des bâtiments, les murs, il y a encore des restes de menuiserie. Et alors, c'est... Le premier aubergiste s'appelait Kling. Parce que souvent, on peut se poser la question, pourquoi les dénominations, par exemple, au Brochet? Alors, le Kling, qui était le premier aubergiste ici, alors le bâtiment, c'était pas tout de suite comme ça. Hein. C'était un bâtiment plus petit. Après, il y a eu des constructions, des adductions, des choses comme ça. Hein. Ça n'a pas été tout de suite ça. Au départ, je pense qu'il y avait juste ça. Puis après, on a rajouté. Et ça se retrouve aussi dans les archives, dans les actes. Donc le premier aubergiste s'appelait Kling. Et Kling était poissonnier-pêcheur. Donc c'est peut-être pour ça qu'on appelle l'auberge au Brochet. Parce que des fois, on peut poser la question, pourquoi ça s'opère, voilà. Alors Zum Fischer, ça s'appelle Zum Fischer parce que ça a été racheté par la brasserie aux pêcheurs. Alors là, bon, c'était aussi à une époque, c'était l'hôtel-restaurant un peu moderne. Je me rappelle quand j'étais gamin, on continue nous l'autre fois, parce que bon, les règles des clients chamois, on connaissait bien de l'époque Bugatti, puisque quand il y avait du succès à fêter, quand il y avait des choses comme ça se fêtait là. Ou au pur sang, on verra tout à l'heure. Donc vous avez ici, vous avez Augustin le père et Eugenheim le fils. Donc Eugenheim était le seul enfant du couple Heim. Son épouse, l'épouse du père s'appelait Anne Butterbeck. Et Eugenheim n'a pas eu d'enfant, il n'y a pas de descendance. Ils sont tous les deux décédés relativement jeunes. Donc vous voyez aussi que la façade, ça c'est la première façade avant transformation. Mais là aussi il y a toute une histoire, parce que pendant longtemps on ne savait pas qui c'est qui avait construit. On savait que très tôt il y avait un nommé Oscar Brach qui était aubergiste là, mais on ne savait pas vraiment qui avait construit. Et celui qui avait construit, on l'a retrouvé dans les actes. C'était un nommé Wolf également, mais qui, je pense, avait un peu les yeux plus gros que le ventre et n'a pas pu payer ses dettes. Donc, c'est le constructeur qui a repris, qui a vendu pour retirer ses billes. Donc, ici, hôtel-restaurant Hall. À côté, c'est l'auberge Weidelich, ouf. Et à côté, il y a encore la petite auberge, on verra sans doute tout à l'heure sur l'image, rachetée par le brasseur Lénic, qu'on a vu dans la rue. Oui, enfin, peu importe. Non, mais rue Saint-Georges. Dans la rue Saint-Georges, merci. Voilà, elle est là. Donc ici, vous avez l'hôtel-restaurant Hall. Voilà. Restaurant, donc ça c'est la dénomination sous le Reichsland, sous le Reich Eisenbahn. Et ici, ça la petite auberge, donc, où le gérant était Joseph Ritty, racheté donc par Friedrich Lénic, et qui s'appelait d'abord Zum Lokomotive, voilà, Wirtschaft Zum Lokomotive, et après, à l'époque de Ritty, ça s'appelait Auberge du chauffeur.
mais vous voyez que ces auberges-là n'ont pas vraiment d'enseigne. Alors ça, c'est une image qui malheureusement ne figure pas dans le livre, parce que je l'ai trouvée qu'il y a quelques semaines, grâce à l'amabilité d'un ami qui est là, quelque part dans le public. Je savais que son papa avait fait de l'athlétisme à une époque où nous n'étions pas encore nés. Donc il me dit, écoute, quand on se voit, on va regarder. Donc je vais le voir, on fait un bon repas ensemble, et puis on fouille dans cette petite boîte. Alors bien sûr, il y avait des photos familiales, j'ai retrouvé 2-3 photos de son papa qui était coureur de demi-fond. Et dans le fond de la boîte, il y avait ça, une carte photo. J'ai dit, mais comment tu... C'est pas un gars qui collectionne, c'est pas un gars qui... C'est une carte photo que je n'ai jamais vue. Depuis 40 ans que je cherche des documents, je n'ai jamais vu cette carte photo. Donc c'est le restaurant de la Commanderie avec les époux Klein, les premiers gérants. Lui venait d'Altorf, elle venait de Grissheim. Et cette jeune demoiselle, c'est Madame Schuster, la première gérante du bar de la piscine. Je ne sais pas, les anciens se rappellent de Madame Schuster. Voilà. Donc vous voyez comme quoi on fait des trouvailles. C'est ce que je dis toujours, dans n'importe quelle famille. Souvent quand je demandais aux gens, alors les gens me disaient, yo, on n'a pas grand-chose, vous savez, yo. J'ai dit, le problème, c'est pas grand-chose. Un document, seul document, que personne ne connaît. C'est déjà pas mal. Ça bouge le trou d'un puzzle. L'histoire de Molsheim, comme toutes les histoires, c'est des grands puzzles. Alors on trouve un document, on le met là, on le met là, on le met là, et puis quand on en a assez des documents, on peut faire une histoire. Alors je dis toujours aux gens, ne jetez pas, ne jetez pas. Même si, bien sûr, ça c'est un truc, ça m'intéresse pas grand monde, mais pour ceux qui s'y intéressent, ça a une valeur historique. En plus, on a les gens, on reconnaît les gens. Parce que l'histoire des auberges, c'est pas que l'histoire des bâtiments, c'est l'histoire des gens, c'est l'histoire des familles. C'est notre histoire, en fin de compte. Parce qu'on oublie une chose, c'est qu'à une époque, et à cette époque-là, dont nous parlons, il n'y avait pas de salle polyvalente, il n'y avait rien. Toute la vie sociale se passait dans les bistrots, surtout dans les auberges qui avaient une salle dédiée, c'est-à-dire une salle où on pouvait mettre 80 personnes comme ici. Ceux qui sont plus âgés, nous savons tous qu'à une époque, à Molsheim, il y avait des balles. Quand il y avait le Mesti, donc la Saint-Georges, on avait 3 balles à Molsheim. On avait des concerts, on avait des représentations théâtrales. Les réunions politiques, les réunions se faisaient au bistrot. Toutes les associations à Molsheim avaient leur siège dans un bistrot. La LSM de foot, pendant longtemps, au restaurant au Soleil chez Gordon, on verra tout à l'heure. Après, c'était chez Madame Dahlen, à Lange. Tout se passait au bistrot. Et il ne faut pas croire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de manifestations culturelles. Nous, Société d'Histoire, nous avons, depuis quelques années maintenant, des conférences de très haute tenue, très bien fréquentées. Mais à l'époque, vous savez qui c'est qui faisait les conférences? Des conférences analogues aux nôtres. Vous savez qui c'est qui organisait ça? C'était le Club Vosgien. Club Vosgien qui nous vient aussi du Reichsland 1872. Avant, il n'y avait pas de Club Vosgien. Donc, voyez l'histoire au niveau sociologique, au niveau... L'histoire des bistrots, des auberges, tout ça, c'est très important. Tout se passait, les mariages, forcément. Alors là, une autre histoire, bien que relativement brève, c'était une guinguette. C'était une guinguette qui a été construite en 1930-31, tenue par, c'est marqué ici, Charles von Holstein. Alors j'ai retrouvé une publicité de 1932. Alors il disait, voilà, il sert du blanc, il avait du lard, il avait du jambon, il avait des balançoires pour les gamins. Et alors, bon, j'ai mis ça parce que, bon, il y avait son nom, il y avait tout ça, mais il y a des très belles photos parce que les mots, ils se notent. J'ai une photo de mes parents avec des amis, ils montaient là-haut à pied, ça leur faisait prendre l'air, ils s'installaient, ils buvaient un coup et puis ils redescendaient, vous voyez. Et on avait une magnifique vue sur Molsheim. Il y a une autre photo dans le livre où Charles von Holstein, le professeur, est en scène. C'est-à-dire la photo est prise, on le voit lui, mais on voit à ses pieds tout Molsheim. Donc ça date de 1930, je pense, on ne sait pas exactement quand ça s'est fonctionné, sans doute vers les années 50.
Et plus tard, la commune a racheté l'ensemble et tout a été démoli. Il y a les dates dans le bouquin, je ne les ai pas par cœur. Mais bon, c'était aussi une belle histoire brève. Alors les Fondenstein, aussi, c'était des gens, les ancêtres de ce Charles Fondenstein, c'était des Prussiens qui sont venus travailler chez Coulot. C'était des spécialistes des larves, des faunes, des fossiles. Et alors, ce qui est aussi intéressant au niveau sociologique, donc, les protestants, Prussiens, protestants. Donc les protestants, à Wolfsheim, on n'en voulait pas dans la ville. Les enfants des ouvriers et du personnel de Coulot n'allaient pas à l'école à Wolfsheim. C'est-à-dire Coulot avait créé une classe, bon, toutes les 30 d'âge étaient dans la même classe, et c'est Coulot qui payait un instituteur pour instruire les enfants de ses ouvriers. Ce n'est que plus tard que la famille Fondenstein, d'abord, elle a habité rue de la Fabrique, actuelle rue des Alliés, à la Breise-Fabrique. Hein? Donc, on mettait tout le monde là-bas. Ensuite, progressivement, ils se sont rapprochés de la ville. Ils ont habité rue des Vosges, donc tout juste après le mur d'enceinte. Et ce n'est que plus tard que Fondenstein a acheté une cellule à la Chartreuse, la cellule T. Et quand on a commencé les travaux, quand les bénévoles ont commencé les travaux, il y avait encore un atelier de forge, puisqu'ils travaillaient, à l'époque, il y avait des gens qui étaient employés chez Coulot, qui travaillaient directement pour Coulot, mais il y en avait qui travaillaient en sous-traitance, c'est-à-dire qu'ils avaient une forge avec un ouvrier, un apprenti tout seul, et ils travaillaient en sous-traitance. C'est-à-dire qu'ils cherchaient la matière première, et ils étaient payés en fonction de ce qu'ils avaient produit, payés au produit fini qu'ils amenaient chez Coulot le samedi. Dans ma maison natale, il y avait un atelier de Frédéric Jöcker, qui était aussi descendant de Prussiens, qui est venu travailler chez Coulot. Ça veut aussi dire, la maison date de 1862, ça veut aussi dire que ces gens-là, s'ils étaient assidus au travail, gagnaient bien leur vie de façon à pouvoir construire une maison. Donc acheter un terrain, acheter un deuxième terrain, puisque c'est 3 parcelles de terrain, et construire leur maison. Voilà un peu, grosso modo, l'histoire des Fondenstein. C'est aussi une très belle histoire. Alors ici, c'est une photo que j'aime bien. C'est une photo d'un temps révolu. C'est une photo qui a été prise par Lucien Blumer. Lucien Blumer était donc un photographe, mais artiste peintre. C'est une photo, donc c'est un monsieur qui, comme Charles Friedler, se baladait en Alsace, faisait des photos. Et ça, c'est magnifique, parce qu'on retrouve à une époque où on ne faisait pas beaucoup de photos. Aujourd'hui, tout le monde fait des photos. Donc, à une époque où il y avait très peu de photos, donc il y a toute une série de photos concernant Wolfsheim. J'ai choisi celle-là parce qu'elle est très parlante, aussi d'un état d'esprit de l'époque, souvent entre hommes et femmes, mari et épouse. Et donc, c'est des photos de 1938, je l'ai dit. Et donc, c'était sans doute un jour de marché. Donc, les paysans d'Orisheim, d'Erfoldsheim, ou de Daltorf, ou de Griesheim, venaient à Wolfsheim vendre leurs produits, vendre des porcelains, puisqu'on avait un marché au porcelain. Et donc, ici, on voit déjà, ici à le restaurant Wagner, hein, on voit déjà qu'il y a des vélos. Donc, il y a des gens qui consomment. Ce qui est parlant, c'est cette image-là. Donc, le paysan a dû vendre des produits, donc il avait un peu d'argent en poche. Alors, le gars, il ne pouvait pas rentrer directement chez lui. Il fallait qu'il aille au bistrot, à la Charrue d'Or, consommer, dépenser une partie de ce qu'il avait gagné. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a son cheval qui est là. Le cheval, il attend son maître. Et la femme, elle attend son mari. Elle n'a pas consommé avec lui. Elle est à côté du cheval, donc elle est au même rang que le cheval. Et tous les deux, ils savent patienter. Et il y avait même, alors là je reviens au Reichsland, où il y a des articles, ça posait problème, cet état de fait. Ça posait problème. Donc il y a eu une... au niveau gendarmerie, il y a eu des... comment on peut dire ça? C'est-à-dire qu'on a limité, parce qu'on se rendait compte qu'il y a des gens, l'attelage, il était pendant 2, 3, 4 heures au bord de la route, au bord du trottoir. Parce que le mec, il consommait.
Donc, on a avisé les restaurateurs qu'ils étaient punissables si les gens s'attardaient trop au bistrot. Comme ceux qui livraient les fûts de bière, on leur donnait une demi-heure pour décharger. Et pas une minute de plus pour éviter que les attelages... Voilà, donc ce que je voulais encore dire, juste j'ai parlé de Wagner tout à l'heure, bon, j'avais pas d'image parce que bon, on peut pas tout faire déjà, on était assez long. Vous regardez, si vous passez devant le restaurant Wagner, vous regardez l'encadrement de la porte. Donc vous avez au-dessus, vous avez une grille, un imposte en fer forgé, où vous avez les outils du tonnelier. Parce que justement, le restaurant Wagner est attesté auberge depuis 1762. La famille Herrenbein, ils étaient tonneliers. Donc vous avez les outils du tonnelier, et au-dessus, vous avez taillé une rocaille dans la pierre, taillée, vous avez 2 pieds de bœuf. Zumringfuß, c'était l'auberge Zumringfuß. C'est la seule auberge où vous avez encore la représentation des outils du propriétaire aubergiste, qui avait donc un autre métier, l'épouse étant aubergiste, et l'enseigne taillée dans la pierre, l'ancienne enseigne. Voilà. Écoutez, je suis désolé si j'ai été trop long, mais je vous remercie pour votre attention. Merci Freddy. Je vous avais prévenu, il est intarissable. Si on lui donne la parole, il continue jusqu'à minuit, l'heure, et ainsi de suite. J'ai essayé de faire court quand même. Il a essayé de faire court et je l'en remercie. Moi, je voudrais aussi raconter l'une ou l'autre anecdote, et peut-être que dans la salle, on pourra raconter. Moi, j'aimerais raconter l'anecdote des jours de paye. Vous savez qu'à l'époque, au moment de la paye, il y avait donc, les gens touchaient leur salaire, soit le 10, le 20, c'était ce qu'on appelait le chose, la vente, et puis ensuite, ils touchaient le salaire en fin de mois. Mais le paiement se faisait de la main à la main. C'est-à-dire que l'ouvrier touchait son salaire, et évidemment le 10, le 20 et à la fin du mois, en rentrant, il y avait une cohorte de vélos, vous avez tous connu ça, qui revenait de Bugatti, et dans chaque restaurant, il y avait les paquets de vélos, des mecs qui allaient boire un coup parce qu'ils avaient touché le chose. Et ensuite, l'élément suivant, c'était la femme, parce que la femme savait très bien, et ma mère entre autres, savait très bien qu'il y avait une heure où il fallait absolument aller récupérer son mari, et puis elle savait à peu près où il était, et donc il y avait... C'était rigolo, parce que moi, en tant que gamin, je me souviens très très bien de ça, on voyait les femmes, toutes les femmes des ouvriers qui savaient qu'un tel allait là, et allait chercher. Alors le restaurant le plus redoutable, c'était chez Wagner, parce que là, il y avait 2 entrées, et il y a une petite cour derrière, on pouvait planquer le vélo. Et tout ça, c'était la vie sociale, et vous avez tous certainement connu ça, mais ce qui était rigolo, c'est qu'ensuite, l'étape suivante, c'est au moment où on est passé au paiement direct par virement. Et là, ça a été... chiffre d'affaires des restaurants évidemment fortement baissé. Et Daniel Guibourg, qui a travaillé un peu dans les services comptabilité, m'a raconté qu'au moment des virements, donc où les virements sont arrivés, il y a plusieurs femmes de Molsheim qui se sont rendues chez Bugatti pour voir le comptable, en disant, écoutez, il y a un problème, mon mari a touché plus que d'habitude, et comme c'est un peu difficile, je voudrais rembourser tout de suite parce que j'ai peur de ne plus pouvoir le faire dans quelques temps. Ça, c'est une petite anecdote, qui est une anecdote intéressante. Et je pense que dans la salle, il y en a certainement d'autres. Il y a raison. Après, ça peut confiner à des situations dramatiques. Parce que quand le mari ne gagne pas grand-chose, et que le jour de la paye, il rentre, et que son salaire est déjà amputé du quart au niveau de la famille, ça pose problème. Et à Molsheim, on a plusieurs cas comme ça, des petites entreprises, des choses comme ça, où le mari n'était pas sérieux, mais tout ça, ça a terminé en boudin. Donc, et le développement, je rebondis là-dessus, le développement des auberges est aussi dû sociologiquement. On a parlé de la bière et du vin. Donc, forcément, la bière a toujours été moins chère que le vin. Surtout quand il y avait des problèmes, quand il y avait moins de production de vin, parce qu'il y avait des maladies,
fini parce qu'il y avait une mauvaise période, une mauvaise saison. Donc, moins de vin, plus le prix augmente. Donc, là aussi, on a une image de la société. On a une image de la société. Les gens qui avaient le moins de moyens buvaient plus facilement des bières plutôt que du vin. Là aussi, c'est des études à faire, des comparaisons à faire. C'est très très intéressant. On a une image de la société en regardant l'image et la fréquentation des différentes auberges. Une autre anecdote pour tous ceux qui sont dans la salle et qui ont joué au foot. On a connu plusieurs périodes avec différents stades. Il y avait à un moment donné, le stade était Putzig. On l'appelait le Wembley, ça devait être en 1966, dans les environs. Et puis ensuite, il était du côté de la piscine découverte, qu'on appelait le stade Aztec, parce que c'était les années 70 au moment de la Coupe du Monde, c'était au Mexique, hein, je sais, ouais, enfin en Amérique centrale. Et donc on jouait au foot, et il n'y avait pas de vestiaire, évidemment, ni au stade Aztec, ni au stade du Wembley. Et donc on traversait tous tout Molsheim avec nos crampons aux pieds, notre tenue dégueulasse, et on arrivait chez Dahlen, à l'Orange ou chez Bourvert, et là il y avait des grandes bassines, et puis on en met tous les... D'abord on commençait à se laver tous parce qu'on respectait un certain protocole, on se lavait le visage et les bras, et ensuite quand tout le monde avait fait ça, ben, on enlevait les godasses et les chaussettes, et on marchait dans la bassine et on se lavait les pieds, et quand tout ça a été terminé pour tous les joueurs, 11-12, après on allait boire à Versailles. Et c'était notre dimanche, voilà. Là aussi, il parlait de Marguerite Dahlen, qui venait d'Oswald. Et Marguerite Dahlen était une femme très courageuse. Je l'ai bien connue. Et vers la fin de sa vie, j'en avais même un peu... elle était dans une situation jusqu'à ce qu'elle soit à la maison de retraite où elle a retrouvé une vie digne. Mais tant qu'elle était à la maison, elle était quand même handicapée. Et donc, Madame Dahlen était très courageuse. Elle s'est donnée corps et âme pour le club de foot. Comme dit, quand on arrivait dans la cour, il y avait des bassines, vous savez, les bassines, on avait le linge dans le temps. Donc il y en avait plusieurs, il fallait les remplir de flotte, après il fallait les nettoyer. C'est elle qui nous lavait les maillots, c'est elle qui 2-3 fois dans l'année nous avions un repas. Donc elle faisait, bien sûr, elle gagnait de l'argent, elle savait, mais son travail c'était bénévole, c'était pour l'association sportive. Ça, aujourd'hui, tout ça c'est fini. Si vous avez des questions, si je peux y répondre, c'est avec plaisir. Ou une anecdote à raconter. Ou une anecdote, ou si vous avez des souvenirs. Allez, là. À qui le micro? Je viens de la première. Oui. Moi j'ai une petite anecdote qui montre le changement de civilisation. Alors, pendant l'entre-deux-guerres, donc aussi, bistrot, bon c'est à Munich, je m'excuse, mais il y avait donc l'ancienne propriétaire qui me l'a raconté, donc les gens allaient travailler à Strasbourg, et donc en passant devant le bistrot, il y avait le volet qui était et là il y avait des petits verres avec la bouteille de schnapps, et les ouvriers donc qui allaient travailler à Strasbourg, ils passaient, ils buvaient leur schnapps, ils mettaient la pièce dans le verre. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Le buffet de la gare à Molsheim avait une grosse clientèle comme ça. À l'époque, il y avait la petite maisonnette du côté du pont, enfin du côté Molsheim, de l'autre côté. Les gens passaient là, ils étaient directement sur le quai. Donc il y avait le buffet, il y avait une grosse planche, donc il y avait les bières, les schnapps, c'était aligné. Et donc le matin, bon, ils n'avaient pas le temps parce qu'ils ne se levaient pas assez tôt, mais le soir, ils payaient ce qu'ils avaient bu le matin et ce qu'ils avaient encore bu le soir. Et voilà, c'était une autre époque. Maintenant, à Boutique, ça devait être pareil, puisque tout le monde sait que Boutique, c'est l'approche banlieue de Molsheim. Non, ce que je voulais dire, je voulais remercier, puisqu'on en parle, remercier quand même devant tout le monde Auguste Schmitt, que j'ai embêté, grâce auquel j'ai parlé des Kreisblätter, de toute la correspondance, de toute la correspondance journalistique de l'époque 1870, 1912, 13. Donc nous en avons une partie à Molsheim, mais pas tout. Par contre, à Boutique, aux archives, ils ont tout.
Donc, c'est grâce à Auguste Schmitt, qui s'est déplacé de Strasbourg, que j'ai pu feuilleter tous ces trucs et sortir l'essentiel, parce qu'il y avait d'excellents articles à l'époque. Et ça peut servir aussi pour d'autres travaux, parce qu'on relate les fêtes, on relate les rencontres sportives, on relate énormément de choses dans ces journaux. Donc il faut pouvoir d'abord les avoir, ensuite les mettre à disposition, parce que si on a des archives qui sont classées dans des rayonnages et que personne n'y a accès, ça ne sert à rien. C'est ça le grand problème aussi d'archives qui ne sont pas organisées pour recevoir du public. D'abord, je voudrais te remercier pour la qualité du travail que tu as fait, qui permet de découvrir l'histoire de Molsheim, et en soulignant une chose sur le rôle social des auberges de bistrot, simplement parce que la première salle collective de réunion à Molsheim, c'était le foyer. Hein. Il n'y en a pas eu avant, la monnaie c'est 71, l'achat de la monnaie. Donc toute la vie sociale se passait dans les établissements. Donc au travers de cet ouvrage sur les auberges, c'est la vie sociale pendant 2 siècles de la ville de Molsheim que tu décris. Et dans les actes notariés, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir le deuxième métier, c'est-à-dire les métiers que pratiquaient les gens. Mais c'est une société qui est tout autre que la société que nous connaissons aujourd'hui. Et je trouve que c'est véritablement remarquable. Il y a une question que j'aimerais te poser. Un jour, je lisais en France, il y avait un bistrot en moyenne nationale pour environ 50 habitants en France. Combien il y avait de bistrots par habitant à Molsheim? Molsheim, une petite ville de 3000, 3500 habitants. Dans ces eaux-là, à un moment T, il pouvait y avoir combien de bistrots par habitant à Molsheim? Bon, je pense que je n'ai pas fait le calcul, mais c'est facile à faire. J'avais dit tout à l'heure que pour l'instant, là j'en ai 47 qui sont attestés. Alors il y en a l'un ou l'autre que je trouve dans des archives, parce que telle vente a eu lieu dans telle auberge ou dans tel truc. Mais comme je n'ai pas trouvé d'archives, je n'en parle pas. Après, il faudrait, comme tu dis, à une date X, voir quels étaient les bistrots ouverts et le nombre d'habitants à une date X. Mais ça, je ne l'ai pas fait. C'est sûr qu'à Molsheim, on a toujours eu un nombre conséquent d'auberges. Ça veut dire qu'il y avait de la matière première, ça veut aussi dire qu'il y avait de la clientèle. Parce que ce que l'on oublie, c'est par exemple, et ça, on n'a pas non plus beaucoup d'études, il y a une petite étude qui a été faite par Louis Schlefly, qui a trouvé ça dans ses archives, c'est que en 1840-1850, le plus gros contributeur au niveau impôt, c'était un aubergiste. C'était Louis Becher, aubergiste à la Charrue d'Or. Ce n'était pas le pharmacien, ce n'était pas le médecin, ce n'était pas le maire Jean-Pierre Carle, qui, Dieu sait, avait du bien. Maintenant, il faut savoir aussi que les impôts à l'époque, tu avais les impôts fonciers, les impôts sur le revenu, il y a plusieurs sortes d'impôts. L'impôt était calculé aussi sur ta maison en fonction du nombre d'ouvertures, de fenêtres et de portes ordinaires. Donc, il y avait... Mais le plus gros contributeur au niveau des impôts, c'était un aubergiste. Et quand on regarde les inventaires, il y a certains aubergistes, c'est fou ce qu'ils avaient donc comme immobilier, mais aussi comme terre. Des terres agricoles, des terres labourables, des prés, des forêts, des vergers, des jardins. Et on voit tout de suite les gens qui avaient les moyens financiers achetaient les terrains, par exemple les terrains surtout à l'époque où il n'y avait pas de maison, où il n'y a pas de construction. Ces gens-là achetaient les terrains qui étaient le plus rapidement construisibles. Ils étaient propriétaires des fossés de la ville. Ils achetaient pas des... Et ensuite, ils étaient propriétaires des bons terrains, pas des terrains dans la harte. Ils étaient propriétaires des terrains, route de Darstein, Krumpeuch et tout ça. Mais vraiment les belles terres fertiles. Ça aussi, bon, il y a plein d'études à faire, mais il faut en laisser un peu pour ceux qui vont le suivre, la société d'histoire.
Voilà, s'il y a d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou d'anecdotes, ou de souvenirs, ou de... Merci Freddy, on va peut-être pouvoir continuer avec un peu de travaux pratiques sur la place de l'Hôtel de Ville. Moi je voulais rajouter 2 ou 3 informations. La première, c'est que pour Freddy, on a de quoi l'occuper pendant quelques années encore. Et Janine nous remerciera. On va lui confier la mission de répertorier les commerces à Molsheim. C'est un travail qu'avait déjà élaboré en partie Étienne Stahl, qui est de la police municipale. Étienne Stahl a déjà commencé à sélectionner et à répertorier tous les commerces de Molsheim. Il avait fait un boulot, je crois que c'est Grégory ou moi qui l'avions vu. Et Étienne m'avait dit un jour, ce qui m'avait fait beaucoup rigoler, tout le monde connaît Étienne Stahl évidemment, hein. Il m'avait dit, Guy, ich bitte einzig von Molsheim in alle vivre einen Geburtsnamen kennt. Das kann kein anderer. Ce qui veut dire en français, je suis le seul à connaître toutes les femmes par le nom de jeune fille, ce que personne d'autre en dehors de moi ne peut faire. C'est vrai qu'il est né à Molsheim et puis que de par ses fonctions municipales, il a fait beaucoup de rencontres. La deuxième chose, c'est que la prochaine publication de la Société d'Histoire va être très rapide, ce sera le tome 10. On a constitué un groupe de travail avec Madame Dufour, M. Bourka, Grégory Oswald, Luc Heinrich, Bernard Bourg, pour réfléchir à un tome qu'on a intitulé « En route vers la victoire », qui racontera tous les détails de la libération dans le secteur. Ça devrait être édité normalement à partir du 1er octobre, et comme d'habitude, on organise toute une série de conférences autour de ce thème. Ça, c'est la prochaine publication. Donc, dès à présent, je vous rends attentif. Les informations paraîtront sur le site internet, et si vous êtes membre de la Société d'Histoire, vous aurez aussi les informations directement par mail. Donc ça, c'est la prochaine publication. Pour ce qui est de la suite, je pense que si vous êtes d'accord, on peut peut-être faire une photo de part et d'autre de la Mexique. Là, ce serait peut-être sympathique de regrouper les vieux Molsheimiens et que peut-être, je ne sais pas, Régine ou quelqu'un d'autre puisse faire une photo, qu'on ait les gens sur l'escalier, là, on n'est pas un certain nombre de monuments de Molsheim là, qui sont présents, donc ce serait sympa de faire une photo, si vous en êtes d'accord, c'est évidemment pas obligatoire, mais je pense que ça pourrait être sympathique. Et ensuite, j'espère qu'on a calculé notre timing de la façon suivante. On espère qu'à 5 h, la Mexique sera ouverte en bas pour qu'on puisse boire un coup, et ça serait peut-être sympa de se retrouver tous ensemble là autour d'un verre et puis de raconter encore d'autres anecdotes. Je crois que Laurent veut encore dire un mot. Comme d'habitude, il veut avoir le dernier mot. Non. Le dernier mot, c'est l'auteur. Moi, c'est juste une petite demande. Et c'est la photo que tu as présentée tout à l'heure. Celle de la dernière d'un établissement. Il y a aujourd'hui le siège de la communauté de communes dessus, que j'ai acheté et que j'ai fait raser un jour, donc je pense que j'irai en enfer. Maintenant, j'avais une question, puisque tu l'as dit, il y a quelques personnes qui ont des documents ici, et il y a quelques monuments dont nous n'avons pas la moindre photo à la mairie. Et c'est des photos qui doivent exister. L'abattoir. Si quelqu'un a des photos de l'abattoir, si quelqu'un a des photos de la Montlay, des bâtiments comme ça, quelques bâtiments ou des photos de bâtiments économiques qui ont existé à Molsheim. Je ne sais rien, s'il y a des photos de Jacquel, par exemple, ou d'autres, s'il vous plaît, ne les détruisez pas, gardez-les et permettez-nous de les scanner. Ça serait pour les archives municipales, pour l'histoire commune, quelque chose de très très intéressant. Moi, je suis sidéré, par exemple, qu'on n'arrive pas à trouver. Ça doit exister forcément des photos de la Montlay qui faisaient partie de l'histoire de Molsheim. Voilà, c'est juste un petit appel du pied. Maintenant, le dernier mot, c'est toi. La Montlay, ça, c'est la Montlay. Ouais, c'est un don à la ville. À la Société d'Histoire. Ah non, pas la Société d'Histoire, à la ville de Molsheim. Merci, bah alors ça, c'est formidable.
Il est vrai que M. le maire a raison. Le problème, c'est que les bâtiments économiques ne sont pas des bâtiments emblématiques. Donc on n'est pas porté naturellement à vouloir les photographier, sauf si l'on est vraiment intéressé. Et effectivement, les Montlet, Jacquel, c'est très difficile à trouver, très difficile. Maintenant, comme la carte photo que j'ai découverte il y a quelques semaines, il y a sans doute dans une boîte quelque part, si ça n'a pas déjà été jeté. Parce que, vous savez, à une époque, au début de la déchetterie, à une époque, on trouvait des albums entiers dans les bennes de la déchetterie. C'est quand même dommage, ça veut dire qu'on jette notre passé. On fait fi de notre passé, c'est vraiment dommage. Frédéric de la Molette, tu pourrais peut-être demander à la femme de Maurice, tu sais qui a travaillé là-bas? Tu le diras après. C'est vrai que quand on fait des articles, quand on fait des recherches, quand on a une image, quand on a une illustration, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Actuellement, faire des pages et des pages d'écriture, ça n'intéresse que les spécialistes. Donc l'idéal, c'est de pouvoir illustrer. Alors c'est vrai qu'à une certaine période, c'est très difficile, mais il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais désespérer. Voilà, plus de questions? Merci pour votre attention, merci d'être venus nombreux.